Bonsoir à tous et bienvenue. Il y a un an à peine, l'AS Nancy-Lorraine changeait enfin de propriétaire. Et oui, Jacques Rousselot souhaitait passer la main depuis des années. On a vu des investisseurs, du moins des pseudo-investisseurs d'Inde, des États-Unis, de Chine, de France, de Royaume-Uni, bref, d'un peu partout. Et finalement, c'est un groupe assez connu du football français et belge, et même suisse, puisque ce sont les anciens propriétaires de Nice, mais les actuels actionnaires notamment de Thun et de Ostende qui récupéraient la mise pour un petit peu moins de 10 millions. Alors on avait beaucoup d'espoir, une grande campagne de communication avec à sa tête le nouvel homme fort de l'AS Nancy-Lorraine, Gauthier Ganaï, qui avait déjà été à l'époque à Nancy et aussi à Barnsley en Angleterre. Et puis qu'est-ce qu'on voit un an plus tard? Eh bien la triste réalité, comme malheureusement je le disais dans la vidéo de l'an passé, il ne fallait pas spécialement croire aux belles promesses de ce groupe-là. Alors sur le papier, c'était pas le pire des repreneurs parce que quand même ils avaient de l'argent, contrairement à d'autres qui ont failli racheter le club alors qu'ils avaient rien du tout. Mais le micmac est là, les arrangements et tout, et donc un an après on va dresser un premier bilan qui malheureusement est catastrophique et qui peut se voir dans d'autres clubs que cette structure a racheté. Alors avant toute chose, on rappelle que depuis maintenant 5-10 ans, on a de plus en plus de multinationales footballistiques, c'est-à-dire une grande filiale. Là, pour le coup, c'est le club anglais Barnsley et qui va avoir d'autres filiales à travers l'Europe. On a évidemment l'exemple du City Football Group avec Manchester City en figure de proue. Aujourd'hui, vous avez des clubs disséminés à travers le monde qui appartiennent au City Football Group. Ce système reprend évidemment celui des Pozzo, qui en a été l'initiateur. On rappelle à l'époque avec Udinese, Watford et Grenade sur 3 pays différents. Parfois, il y avait un peu des ventes de joueurs entre ce groupe-là qui regroupait plus de 100 joueurs sous contrat, un énorme réseau de scouting et tout ça. Sauf que là, on est évidemment dans des filiales et dans des multinationales New Generation qui se basent surtout sur de la data, de la statistique et des montages financiers plus que sur du scouting. Bien évidemment, sur les Pozzo, il y a aussi des fois un peu du micmac, mais je veux dire, là, on est vraiment sur un peu New Age 2.0. Et c'est donc là, avec cette idée-là, que M. Shenley et Paul Conway, un ancien de Goldman Sachs notamment, et c'est surtout lui qui est un peu à l'initiative de tout ça, a motivé cet homme, ce sino-américain, à investir dans divers clubs à travers l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Barnsley donc en Angleterre, mais on a également Nancy, Ostende en Belgique, Thun en Suisse, un club au Danemark qui s'appelle Elfsborg en 2e division, et récemment, un club néerlandais a également été racheté, Den Bosch, je ne dis pas de bêtises. Donc on a 6 clubs où ces hommes-là ont une part en tant que minoritaire ou en tant qu'actionnaire majoritaire. On remarque d'ailleurs que les résultats sont quand même pas terribles puisque cette année Barnsley est sur le point de se casser la figure, ils sont en Championship en D2 anglaise et ils risquent la descente en Ligue 1. Au Danemark ça commence à grogner parce qu'en effet on a promis aussi monts et merveilles et puis au final Anne Masseran ne vois-tu rien venir. À Ostende, saison plus compliquée après quand même une excellente saison l'an passé, Ostende termine 5e, je dis pas de bêtises. Là ils sont à la lutte pour le maintien mais c'est quand même plus dans le standing d'Ostende, il y aura aussi un petit peu beaucoup à dire. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Barnsley ça a été quand même bien chaotique. Et Nancy, alors là, dernier de Ligue 2, les fans exaspérés, une gestion qui est tout sauf humaine. Et oui, parce que ces gens-là, ce sont des acrobates de la finance. Si on est en train de faire du Monopoly avec des clubs de foot, c'est quoi le but de ce groupe-là? C'est de récupérer des clubs quand leur valeur, c'est un peu un prix cassé. C'était le cas de Nancy. C'était le cas de Barnsley à l'époque où l'ancien propriétaire était gravement malade, il était atteint du cancer. Et sur l'idée, c'est pas bête. On récupère des clubs à prix cassé, peut-être parce qu'ils sont descendus. On essaye évidemment de faire baisser les coûts, c'est-à-dire parce que souvent ces clubs-là ont des déficits structurels, donc de les rendre plus présentables en termes économiques, soit justement en faisant du low cost, soit deuxièmement en gonflant un peu les revenus, parfois un peu de manière artificielle avec des emprunts ou avec des transferts à l'intérieur de ces clubs-là, on aura le temps d'y revenir. Et l'idée ensuite, c'est pourquoi pas de les revendre après quelques années quand ils ont atteint une certaine valeur. Ça ne vous rappelle pas une histoire? Eh bien évidemment, ça rappelle l'OGC Nice d'il y a quelques années où le groupe avait racheté cela et là c'est savoureux quand même puisque quand ils étaient à la tête de Nice, ils ont également contracté un emprunt de plus de 20 millions d'euros, 22 millions d'euros si je ne dis pas de bêtises, un fonds luxembourgeois à 9%, donc ils ont endetté le club de Nice sur 22 millions à 9% pour rembourser la mise de départ et finalement ils arrivent ensuite à vendre et à faire un bénéfice énorme, un profit de fou en vendant le club à Monsieur Radcliffe. Et l'idée de se dire, si on l'a fait à Nancy, on peut le faire ailleurs, on peut gagner encore de l'argent. Et donc évidemment, après Nice, ce groupe-là, bien influencé par Paul Conway, comme je vous dis, l'ancien de Goldman Sachs, a décidé d'aller sur d'autres clubs. Et donc, selon les clubs, tu as plusieurs figures. C'est soit M. Shenley, soit M. Paul Conway notamment. Et M. Shenley, à l'époque, était présenté comme un milliardaire chinois. J'adore dans le foot parce qu'on a souvent tendance à présenter les gens comme des milliardaires, toujours. Bon. La réalité est un peu plus complexe que cela, on va dire. Donc là, maintenant, ils ont cette participation dans 6 clubs. Et on va revenir sur Nice, parce qu'ils ont fait un numéro de communication comme ils font dans tous les autres clubs, alors que la réalité, c'est ça. Ça va faire du low cost. La preuve, par exemple, sur la section féminine. La section féminine, alors qu'aujourd'hui, tu as quand même la plupart des clubs professionnels français qui ont une bonne section féminine, l'une des promesses du club, ça a été décidé de la fermer, alors que justement, l'équipe était en 2e division et qu'il y avait eu des investissements qui avaient été réalisés. Quick à ce niveau-là. Pareil au niveau du personnel. Monsieur Gauthier Ganaï, le directeur général qui a été nommé et qui prend 250 000 € par an quand même, hors frais.
sachant qu'il n'est pas vraiment à Nancy la plupart du temps et qu'il a également des fonctions au stand, on pourrait revenir quand même. Ce serait intéressant de savoir combien il gagne et après de se dire mais pourquoi tout le monde veut rentrer dans le milieu du foot? Oh bah je ne sais pas, parce que 250 000 balles en Ligue 2 sur l'année sans les frais, je connais pas beaucoup de dirigeants en Ligue 2 qui ont ça quand même. Là on est plus du double de la moyenne, très facilement. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas au club et qui n'a même pas nommé de directeur général adjoint. Ce qui fait que le club c'est un peu à volo. On a nommé un entraîneur qui faisait déjà partie du Serra, qui était déjà partie du groupe, qui était à Barnsley, je ne dis pas à l'époque. Ça n'a pas marché. Il y a eu tout ce qui s'est passé niveau transfert. Où donc on a fait acheter des joueurs au stand ou au stand qui a prêté les joueurs parce que forcément c'est les mêmes propriétaires et tout cela. Évidemment il y a plusieurs clubs de Ligue 2, il y en a plus de 10 qui avaient protesté et tout. Alors là je vais quand même défendre le club de Nancy. Ce qu'ils font c'est peut-être pas moral, notamment quand on va vendre un joueur et qu'on va surévaluer sa valeur, mais j'ai envie de dire il y a quasiment tous les clubs de foot qui font ça. Il suffit de voir les échanges de joueurs et tout. Donc bon, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de contrôle. Ce qu'a fait Nancy au stand, il n'y a aucune règle en fait qui l'en empêche. C'est le même propriétaire, et ils vont récupérer des joueurs pour les mettre au stand, et c'est au stand qui va payer les salaires et qui va les prêter à Nancy. Il n'y a aucune règle qui empêche cela. Est-ce que c'est spécialement moral et tout? Ouais, le foot, de toute façon, c'est un univers où c'est une jungle, pas celle du plus fort, mais celle du plus fourbe. Donc un peu plus ou un peu moins. Je trouve ça quand même savoureux de la part de clubs de Ligue 2, dont le fonctionnement est quand même super opaque, de se plaindre des méthodes de Nancy. Comme si eux, c'était vraiment le bon Dieu. Je trouve ça quand même très très drôle. Donc, en effet, ça a beaucoup fait parler. Et ce qui a beaucoup fait parler aussi, c'est la gestion en interne des dirigeants. Parce que Gauthier Ganaï est unanimement détesté en Belgique et en France, qui est quand même une belle performance. On avouera pour une fois. Les gens du foot sont d'accord, c'est que le mec se prend pour Florentino Pérez. Alors, les agents vont vous le dire, les joueurs vont vous le dire, les dirigeants vont vous le dire, et les instances vont vous le dire. Donc, il y a quand même une unanimité incroyable. Mais bon, le mec prend quand même 250 000 € par mois à mi-temps à Nancy, ce qui est quand même remarquable. Donc, moi, je tiens quand même à lui dire bravo. Et donc, pour revenir à ce qui nous intéresse véritablement, parce que là, vous allez me dire, mais Romain, tu ne parles pas de foot. Mais parce qu'il n'y a pas de foot avec ces gens-là, en fait. Je vous dis, c'est le Monopoly. C'est des acrobates de la finance. C'est-à-dire, on achète un club, on va l'endetter, on va essayer de diminuer les coûts, on va le revendre, on va racheter un autre, on va ensuite s'échanger des joueurs en surévaluant parfois leur valeur pour mieux paraître sur les bilans financiers. Tac, tac, tac. Donc, vous allez me dire, mais c'est des acrobates de la finance. Bah, évidemment, les enfants. Parce que là, on va sortir le tableau. Mais vous vous dites, un club de foot, il y a un propriétaire. Mais non, parce qu'on est dans le football. Et je rappelle qu'aujourd'hui, ça a été validé par la finance internationale et par plein de fonds d'investissement. Donc la SASPS Nancy-Lorraine, elle a été rachetée par ce groupe-là, ASNL Investment Limited. On va rapprocher un petit peu pour que vous voyez plus, même si c'est pas très clair. Qui est basée à Hong Kong. Donc la société, elle est basée à Hong Kong qui détient l'AS Nancy-Lorraine. Mais cette société, elle est divisée dans plein d'autres sociétés. On a d'un côté New City Capital, qui appartient en effet à M. Chen Li, mais qui en fait est une sous-division de Lee Holdings Company qui est basée à Miami. Ok, c'est la partie de M. Chen Li, d'accord, pas de problème. De l'autre côté, vous avez le Pacific Media Group, qui contrairement à son nom l'indique, Pacific, c'est une société qui est basée en Chine, et qui a notamment Madame Grace Wang, qui est chinoise. Alors là, si vous voulez, l'idée de cette société-là, c'est notamment d'acheter du divertissement, beaucoup de choses de divertissement, pour la Chine, etc., de faire une passerelle entre l'Occident et la Chine. Bon, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Et dedans, vous avez Monsieur Paul Conway, l'ancien de Goldman Sachs. C'est lui qui a un peu orienté tout cela. Mais vous avez également d'autres fonds d'investissement qui font partie de ce même groupe. Vous avez Partners Path Capital, qui est détenu par Monsieur Randy Frankel, qui est quelqu'un qui était avant dans le baseball. Et il y a dedans M. Michael Katz, qui est également conseil d'administration, qui lui-même travaillait pour Partners Path Capital et qui est un ancien employé de Randy Frankel. Et enfin, vous avez Christian Sud, qui est en fait une filiale de Civic Global Healthcare. Bref, c'est un gros micmac, c'est un tohu, mais qu'on voit dans le monde de l'entreprise assez normalement avec les actionnaires majoritaires, les actionnaires minoritaires, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Ce qui est en fait intéressant à noter, c'est que tous ces gens-là, leur but, comme je vous le dis, ils vont faire des phrases, c'est de la finance. Ce n'est pas du football. C'est-à-dire qu'on va, c'est presque des titres de bourse qu'on fait. On va énormément utiliser la data aussi. Et en fait, on va être sur de la théorie, comme si c'était la réalité. Quitte à enlever tout apport humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des chiffres, des finances, des bilans financiers, des prêts, des reventes. C'est ça l'AS Nancy-Lorraine. Ça fait partie d'un groupe où le but, c'est pour les propriétaires de toujours faire une culbute afin de gagner de l'argent. Soit parce qu'ils vont revendre, soit quand ils vont faire des transferts. C'est ça. Et ça fait l'idée d'un groupe footballistique qu'aujourd'hui détient 6 clubs à travers l'Europe qui ont tous été rachetés à un moment donné quand ils avaient des difficultés financières ou quand ils avaient, on va dire, des difficultés sportives. Et ce qui est très intéressant à noter à Nancy, parce qu'en effet cette situation elle fait peur, aujourd'hui son dernier, il y a déjà des rumeurs de revente, etc. Alors je ne sais pas à ce niveau-là. Est-ce qu'ils pourront assumer une descente en national financièrement? Parce que Nancy est un club qui a un déficit structurel. On rappelle que le club quand même perdait plusieurs millions par année, que Jacques Rousselot en avait marre. Et là on est obligé de revenir sur cette vente-là parce que en un an, j'ai eu le temps de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et vous allez voir à quel point le foot peut même pervertir de bonnes personnes comme Jacques Rousselot, qui a quand même mis la main à la poche plusieurs fois. Bon, même s'il y a eu des transferts à Nancy, l'époque Jacques Roussel à Nancy, elle est quand même exceptionnelle.
Bon, bref, c'est encore autre chose. Donc Jacques Rousselot, qui à un moment donné souhaite vendre, on se rappelle qu'il a voulu se présenter à l'AFF contre le Gret, il était persuadé d'y aller, bien influé par son ami Monsieur Roussier, etc., qui lui-même avait un compte à rendre avec Monsieur Le Gret. Bon, finalement, il va pas se faire élire, mais à l'époque déjà, il y avait des gens qui étaient intéressés par le club, et on se rappelle, il y avait un homme très fantasque qui avait dit qu'il voulait racheter l'OM, mais que finalement non, c'est l'être Nancy. Mais vous inquiétez pas, la proposition va arriver avec des fonds qui viennent de Chine, avec des gens qui vendent des gadgets au Canada, et enfin, bref, c'était n'importe quoi, il n'y avait pas d'argent en fait, mais sauf que ces gens-là ont mis dans la tête du propriétaire qu'il pouvait vendre le club 20 millions d'euros. Même de bonnes personnes, à un moment donné, je sais pas, l'ego, ce que vous voulez, la vanité, le pouvoir du foot, 20 millions, mon club vaut 20 millions. Ensuite, il y a des offres fermes, hein, mais elles n'approchaient pas 20 millions, donc on a dit non, moi c'est 20 millions mon club. Ah d'accord. Ben, finalement, l'offre elle a baissé. Après, c'était 15 millions. Ok, non, finalement, ça va pas faire. Ensuite, il y a le fonds d'investissement chypriote. Sauf qu'ils ont eu des problèmes pour rapatrier l'argent, parce que l'argent, il venait entre le milieu des jeux et une certaine... Bon... Donc on n'a pas pu le faire non plus. Et donc ça avance. Plein de promesses, plein de fonds. Mais en fait, il n'y avait jamais rien. Nancy, en fait, ça revenait tout le temps quand t'as le milieu des intermédiaires et tout. Nancy, ça vend, Nancy, ça vend. Ouais, mais le problème, après, t'as l'accord de principe avec le City Football Group. Tu te dis, c'est bon. Bah non, parce que derrière, il y a une renégociation, etc. Donc finalement, ils disent non. Finalement, ils vont à 3. Et là, tu te retrouves le bec dans l'eau, où on se rappelle que donc en juin 2020, Rousselot, il fait caution personnelle pour passer la DNCG, parce qu'en effet le club est quand même dans la mouise, même si Séville devait gérer 4 millions d'euros pour le club vis-à-vis du transfert de Clément Langlais encore. Donc c'était très compliqué à ce niveau-là, caution personnelle. Le problème c'est qu'il y avait des dettes à assumer, et donc avant le 1er janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises, il devait vendre, dans l'idéal, parce que la situation devenait vraiment pressante, son entourage aussi lui conseillait de vendre et tout. Et donc arrive cette proposition-là, au meilleur moment où ils ont étiré comme pas possible. On annonce un chiffre de 10 millions dans la presse, c'est pas 10 millions. Non. Il fallait déjà mettre 3 millions sur le compte courant que Rousselot n'a pas mis, et donc c'est ce groupe-là qui a mis les 3 millions dans le compte courant, mais c'est à peu près 6 millions d'euros qui est arrivé à Jacques Rousselot, qui d'ailleurs avait dit c'est pas le montant que j'espérais. Alors est-ce qu'il était totalement payé? Ça c'est une question, c'est ce qui circule ici et là, c'est encore autre chose, il y a aussi d'autres points, mais finalement c'est même pas 10 millions. Et pourquoi on arrive là? C'est parce que depuis des années, Nancy était en vente, mais on réclamait trop d'argent, parce qu'à un moment donné, on s'est laissé embobiner par tous les entourloupes du foot. C'est pas le Pierre Groupe qui a racheté le club, parce qu'ils ont quand même l'argent. On aurait pu se trouver dans un cas où ils n'avaient même pas l'argent, et ils auraient encore plus endetté le club. Donc, à ce niveau-là, maintenant sur la gestion, c'est du low cost, comme ils font dans les autres clubs, avec cette même structure-là, où on balance des pièces en l'air, on espère que ça tombe du bon côté pour les propriétaires. C'est de l'achat et de la revente. C'est aussi simple que ça. Alors, on imagine que les fans sont plus que déçus, parce que quand on veut construire un club, en plus comme Nancy, qui a une histoire, qui a un centre de formation, qui a un public, il y a tout pour bien faire à Nancy. C'est un club où il y a vraiment tout pour bien faire. C'est un club de Ligue 1 quand même. Ben, la culture club, tu oublies. Hein. Les filles, boum, c'est fini. Voilà. C'est les transferts, c'est avec les copains agents, point. Low cost. Low cost, point. Bref, il y a encore quantité de choses à dire sur l'entraîneur, les joueurs, la vie à l'intérieur du club, l'upset qui est en absence des propriétaires. Enfin bref, il y aurait plein de choses à dire sur certains transferts, le rôle de Charlotte Carswell et tout ça. Mais ils n'ont pas non plus trop forcé avec elle cet été. C'était la belle-sœur de Gauthier Ganaï qui travaille avec un agent qui s'appelle William Davila, qui a notamment géré le deal de Thomas Bassila. À la rigueur, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, le joueur a des qualités. Il est passé de Nantes à Ostende et ensuite de Ostende à Nancy dans le même été. Mais comme je vous dis encore une fois, il y a aucune règle en fait qui empêche cela. Et ça en fait ça nous fait poser une question majeure, Nancy et tout ça, c'est que font les organes de contrôle? Parce que le micmac au stand Nancy, que certains clubs en effet disent c'est pas normal, oui, il n'y a aucune règle qui l'en empêche en fait. Donc encore une fois, on en revient à ce que je dis depuis le début. Si les gens dans le football sont aussi opportunistes et bénéficient des mensuétudes du système, c'est parce qu'on le permet. Parce qu'encore une fois, dans le foot, il n'y a aucun contrôle. Le seul garde-fou à la rigueur actuellement, c'est peut-être les supporters. On le voit à Nîmes dans la dernière vidéo. Et j'espère qu'on continuera à le voir à Nancy. Bref, bon courage à tous les supporters de la SNL. Et on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao!